On sait que vous avez participé à un certain nombre d'ateliers qui avaient déjà donc aussi toute la matinée. Mais déjà, premier point, pour lutter contre le réchauffement climatique, je pense que c'est de la clim quand même qu'on a. Donc la clim, c'est tout. Oui, ça fait beaucoup de bien, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est quand même de l'air chaud que l'on balance de l'autre côté. Bon, peu importe. Vous êtes là, en tout cas, on vous remercie. On ne va pas vous prendre trop de temps, mais on a évidemment trois exemples tout à fait intéressants, trois histoires tout à fait intéressantes concernant donc les solutions fondées sur la nature. Un levier à bénéfices multiples, donc dans l'adaptation de vos territoires au changement climatique. Je vous le disais ce matin, la nature, c'est pas simplement que le décor de nos loisirs, loin de là. Ça peut quand même sacrément nous aider. Ce que faisaient d'ailleurs nos anciens, c'est pas forcément une nouveauté. Alors évidemment qu'ils ont lutté, ils ont endigué, il fallait aussi résister. Mais aujourd'hui, on va faire avec. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de transformer une rivière en un canal, on va la reméandrer. Il y a des tas d'exemples qui sont intéressants. Et cette notion donc de solutions fondées sur la nature est absolument à la croisée des enjeux sociétaux et des enjeux environnementaux. Et ça a été initié en fait par l'Union internationale pour la conservation de la nature il y a déjà un certain temps, qu'on appelle donc l'UICN. Et on est sur une approche tout à fait de co-bénéfice, c'est-à-dire aussi bien pour la nature que pour les humains. Donc c'est un peu nouveau, si vous voulez. C'est pas de l'opposer une fois de plus à de la technique, à des tuyaux, etc. Il y en a besoin à un certain moment, mais c'est pas le tout tuyau qui va de toute façon résoudre nos problèmes. Et nous avons cette nature dont, on le rappelle, nous sommes issus. Nous faisons partie nous-mêmes donc des 5500 mammifères qui existent aujourd'hui sur Terre. Voilà. Alors on est doué de conscience normalement. Ce qui fait que ça nous oblige aussi. Et ça nous oblige aussi envers le vivant. Et puis ça nous oblige parce que cette eau, vous le savez, va se faire de plus en plus rare ou alors elle va être trop abondante d'un coup. Et donc notre nature a des solutions à proposer. Alors Anne Aubin-Sicard est avec nous et représente la mairie de La Roche-sur-Yon, première adjointe au maire de La Roche-sur-Yon, avec donc vraiment exemple de territoire. Donc nous avons chez Anne donc pas mal d'élus donc depuis ce matin dans cette salle. Gaëlle Chauner est directrice du département Ville durable au CEREMA à l'Île-de-France. On dira 2-3 mots quand même sur les objectifs du CEREMA. Et Pascale Larmande est animatrice régionale sur ces solutions fondées sur la nature à l'Agence régionale de la biodiversité, donc l'OFB de la région Centre. Youpi, oui, on y était presque, hein, donc l'ARB, voilà. J'avais droit à un joker de toute façon. Donc, avec ces solutions fondées donc sur la nature, au moins on est sûr de ça. Je vais commencer par notre élu, donc à la fois première adjointe au maire de La Roche-sur-Yon, donc nous allons partir en Vendée, et puis aussi troisième vice-présidente de l'agglomération, donc en charge du développement écologique. C'est bien qu'on dise maintenant développement écologique. Parce que le mot développement durable, qui était un truc formidable, qui a été forgé en 1987 par une première ministre d'un pays nordique, Madame Brundtland, c'était bien, c'était nouveau, mais les gens n'ont retenu que le mot développement. Ils n'ont pas retenu durable. Voilà. Donc là, quand on dit développement écologique, c'est pas mal. En charge aussi de la biodiversité, de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Donc nous allons partir dans cette ville de La Roche-sur-Yon, qui a été construite d'ailleurs par des géomètres. Hein. Quand on voit ça, c'est un damier, quoi. Alors c'est très intéressant. Hein. Donc on est à l'époque de Napoléon Ier. C'est la ville. Alors dans des registres très différents, si vous connaissez la vache qui rit, c'est le monsieur qui a dessiné la vache qui rit. C'est Benjamin Rabier, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Donc et puis si vous aimez le vélo, Thomas Vauclair. Allez hop, comme ça. C'est des registres complètement différents. 100 000 habitants pour l'agglo, 54 000. Et alors là, maintenant, je vous en prie, parce que je sais que vous nous avez apporté des photos. Et là, on est bien d'accord. Je vous avais dit, pas de texte, mais des photos. Alors là, avec grand plaisir, Anne. Donc, racontez-nous, juste quand même, on est en quoi? Beaucoup d'eau de surface, on imagine, donc chez vous à La Roche-sur-Yon, eau souterraine, moins. Comment ça se passe? Alors, en Vendée, en général, on a très peu d'eau souterraine, beaucoup d'eau de surface. Et effectivement, c'est un vrai sujet pour la Vendée en général et pour La Roche-sur-Yon en particulier. Donc on va regarder peut-être des photos du territoire, ce qui va permettre de les commenter. Voilà, j'ai les photos dans le dos, alors je vais me permettre de me lever pour faire la présentation. Donc voilà, on vous a mis cette petite carte qui est représentative de La Roche-sur-Yon agglomération, qui est une intercommunalité située au cœur de la Vendée, à mi-chemin entre le Puy-du-Fou et les Sables d'Olonne. Ça permet de bien situer le territoire.
Et donc effectivement, on a une ville-centre qui est assez connue pour son pentagone napoléonien. Oui. Et puis autour de la ville-centre, 12 communes complémentaires, donc une agglomération effectivement de 200 000 habitants. Alors on a un territoire qui est assez intéressant puisque les 2 tiers du territoire sont constitués de prairies naturelles ou de parcelles agricoles. Et simplement, le tiers du territoire est urbanisé. Et effectivement, c'est une chance quelque part qui permet de lancer un certain nombre d'initiatives dont on parlera tout à l'heure. Alors, si on a voulu cette illustration, c'est pour vous illustrer voilà, la typologie paysagère du territoire. Les trames vertes d'un côté, donc un paysage qui est complètement bocagé, et puis la trame bleue de l'autre, un chevelu hydrographique important d'environ 150 km, avec un cours d'eau principal qui est Lyon, qui traverse la ville, donc un cours d'eau qui est en partie urbain, et on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà un petit peu la carte des fonctionnalités écologiques du territoire, et c'est important de partir de là, parce qu'en fait, quand on est arrivé aux affaires en 2014, on avait l'obligation, comme vous tous, d'établir une cartographie des trames vertes et bleues du territoire pour l'insérer au sein de nos PLU. Et on avait cette obligation réglementaire d'un côté, de l'autre, ce sujet de la biodiversité qui commençait à être prégnant, sur lequel on s'interrogeait aussi localement. On parle de la perte de la biodiversité mondiale, mais au plan local, quel est-il l'état de notre biodiversité? Et donc, on a lancé, et c'est la slide suivante, on a lancé un vrai diagnostic écologique du territoire. On a travaillé avec diverses structures, en particulier des associations naturalistes, pour essayer d'évaluer l'état de la faune et de la flore de La Roche-sur-Yon. Des actions de sciences participatives qui ont impliqué environ 70 personnes. Et puis, dans la foulée des résultats que l'on a obtenus, que vous voyez sur l'image de gauche, eh bien, des résultats très mitigés, en particulier sur les oiseaux, sur les haies, des stocks d'oiseaux en forte baisse, des haies qui, depuis les années 50, ont disparu très largement sur le territoire. Un constat qui était tout de même assez négatif. Et donc, nous avons mis en place, avec toutes ces données, un observatoire local de la biodiversité. Ça, c'était l'état des lieux, c'était le point de départ, c'était la base. Évidemment, ça ne suffisait pas. Et on a décidé de lancer une vraie démarche stratégique, la mise en place d'un plan d'action communal, d'un plan d'action ville en faveur de la biodiversité. Pour ce faire, ce plan d'action, en fait, supposait des actions menées en régie par la collectivité, mais pas seulement, des actions partenariales portées par un IUT, par un lycée agricole, et puis par un certain nombre de structures associatives. Et donc, c'est la dernière image, nous avons signé une convention cadre de partenariat pour lancer concrètement la mise en œuvre de ce plan d'action, avec pour partie des actions en régie, pour partie des actions portées par d'autres acteurs. Alors très concrètement, ce plan d'action en faveur de la biodiversité, il comprend 4 axes. Un premier axe qui consiste à améliorer la trame verte, la trame bocagère du territoire, puisque je vous ai dit que c'était un emblème de La Roche-sur-Yon et de son agglomération. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les actions. Ce plan, il comporte près d'une trentaine d'actions, mais parmi celles-ci, quelques exemples. Un premier sur l'image de gauche, la replantation de haies bocagères, 500 mètres de linéaire par an, avec la volonté d'impliquer les écoles du territoire qui participent à la plantation de ces haies, toujours dans l'idée d'acculturer le plus tôt possible à l'importance des enjeux biodiversité. Vous avez nos petits moutons. Alors ces moutons, c'est l'éco-pâturage qui est assez classique, qui se développe dans les vallées qui jalonnent la ville, sur du foncier ville essentiellement, mais pas seulement, puisqu'on a décidé dans nos zones d'activité économique, sur des parcelles qui ne sont pas encore occupées, de développer également de l'éco-pâturage en zone d'activité. Donc ça, c'est un petit peu plus original. On a aujourd'hui 8 hectares qui sont éco-pâturés en zone d'activité économique sur l'agglomération cette fois. Et puis, sur l'image du haut, alors c'est un cheminement qu'on a évoqué tout à l'heure dans les ateliers. On a un lycée agricole qui est assez éloigné de la ville, qui est relié à la ville par une départementale assez dangereuse. Et donc, l'idée, c'était de développer un cheminement doux entre le lycée et la ville, en traversant une zone agricole et pour partie une zone naturelle. Donc, l'idée, c'était d'avoir le cheminement, je dirais, cyclable et piéton le moins impactant possible pour la biodiversité. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit en atelier.
Mais l'idée, c'était d'avoir un éclairage sécurisant pour les lycéens, donc qui se déclenche en fait au passage des lycéens, qui est alimenté de manière autonome par un éclairage photovoltaïque, avec un choix de LED et une couleur de LED qui soit le moins impactant possible pour la biodiversité. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre en compte l'enjeu biodiversité dans l'aménagement de ce cheminement. Et puis la dernière image, eh bien, c'est une zone sportive de 60 hectares qui est labellisée refuge LPO. Et là, le sport et la biodiversité, c'est une thématique qu'on a décidé d'investiguer. Donc on a reconstitué une zone humide sur ce site sportif, on a replanté des haies, on a installé une vingtaine de nichoirs, et puis un parcours avec des panneaux qui jalonnent ce parcours et qui expliquent tous les enjeux biodiversité du site. C'est un site très fréquenté, et évidemment il y a des zones qui sont plus fragiles que d'autres, donc l'information, elle nous paraissait essentielle. Alors, je vous rassure, donc un terrain de foot ou un terrain de rugby, ce n'est pas une zone de biodiversité, vous ne la ferez pas passer donc dedans, mais autour, ça peut l'être. Tout à fait. Voilà, donc on arrive à l'axe 2 du plan biodiversité de la ville de La Roche-sur-Yon, donc qui est un plan de 4 ans en fait, qu'on a adopté en 2017. Et donc l'axe 2 s'intéresse à la trame verte et bleue dans la ville, à la place de la nature en ville. Alors là encore, quelques images d'illustration. La première en haut, eh bien, la jeune femme qui tient cette petite boîte, c'est un nichoir à chauve-souris. Nous sommes sur un dojo, donc sur un bâtiment public neuf construit par la ville, qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, dans la ville, il y a des espèces qui transitent. Peut-être qu'il faudrait développer ce transit d'espèces. Et pourquoi ne pas transformer nos bâtiments publics en zone relais, en zone d'accueil de la biodiversité? Et aujourd'hui, sur tous nos projets neufs de bâtiments, on intègre cette dimension accueil de la biodiversité avec les architectes, très en amont de la conception des projets. La place Napoléon, qui est la principale place de La Roche-sur-Yon, une place de 2,5 hectares, qui était une place il y a quelques années recouverte de voitures, entièrement minéralisée. Eh bien, 4 bassins ont été installés sur cette place qui fonctionnent en circuit fermé, qui sont alimentés par des eaux de pluie récupérées par une cuve de stockage. Et puis, la végétalisation de la place qui a été engagée il y a quelques années. Cette place a été considérablement transformée et ça a été le début d'une requalification d'un grand nombre de places dans la ville, y compris de certaines rues, avec cette volonté eh bien, d'avoir de vrais îlots de fraîcheur dans la ville et puis des zones accueil et des zones relais de la biodiversité. Dans les cimetières, eh bien, nous avons des cimetières en périphérie de la ville, d'autres dans la ville, et c'est l'exemple du cimetière le plus ancien de la ville que vous avez ici, qui était entièrement minéralisé, que nous avons végétalisé là encore. Nous avons planté des fleurs en intertombe. Nous avons également commencé la plantation d'un certain nombre d'arbustes. Et là encore, eh bien, l'idée, c'est que le cimetière devienne un véritable parc naturel urbain et une zone relais de la biodiversité. Alors ça, maintenant, c'est une tendance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on se disait, nos anciens, on ne veut pas voir une herbe dans les cimetières. Pourquoi? On n'en savait strictement rien, d'autant plus que très souvent, ils étaient agriculteurs eux-mêmes. L'expression, si vous voulez bouffer les pissenlits par la racine, on ne voulait pas voir un pissenlit. Bon, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Joël Labbé, donc sénateur de son État, d'Ille-et-Vilaine, donc a réuni vraiment de façon tout à fait transpartisane beaucoup de personnes. Donc c'est grâce à lui que l'on n'a plus maintenant de pesticides dans les villes pour donc éliminer ce qu'on appelait les mauvaises herbes, en fait, qui sont très souvent des herbes que l'on ne connaît pas. Alors je sais qu'à côté de ça, il faut de l'huile de coude, il faut plus de temps, etc. C'est pas toujours 50%, 100% gagnant, mais peu importe. Et la notion de cimetière, maintenant, on y arrive. Et donc, vous avez un certain nombre de communes, Anne l'a très bien dit, c'est-à-dire que ça peut être un lieu, même, moi j'ai vu ça dans le Limousin, alors c'est une petite commune, à Saint-Bonnet-les-Tournemerles, avec un maire absolument génial, ils sont une centaine d'habitants, donc c'est pas du tout la même proportion. Ils font des pique-niques. Et c'est une façon peut-être aussi d'honorer donc leurs anciens qui sont là, et ça se passe très bien. Vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, on se pose pas la question. Ça fait depuis très longtemps qu'effectivement les cimetières sont verts. Donc c'est formidable d'avoir cette initiative. En sachant qu'en dehors de la ville, on a un cimetière qui est un peu plus naturel et qui est labellisé refuge LPO, avec là aussi des actions un peu différentes mais très complémentaires. Et puis enfin, voilà une image fleurie parce que nous sommes ville fleur d'or et nous avons des agents extrêmement talentueux. Nous avons une ville extrêmement jolie mais qui a la particularité d'utiliser des plantes xérophiles, donc des plantes qui résistent en période de sécheresse, avec tout un volet d'action sur les économies d'eau dans la gestion des espaces publics. Donc voilà, sur nos ronds-points, mais pas seulement, des techniques très particulières appliquées par les services de la ville de La Roche.
On arrive à l'axe 3 du plan biodiversité qui concerne plutôt la question de l'eau, la question de la trame bleue sur le territoire avec deux volets, la question quantitative d'un côté et puis la question qualitative de l'eau. Alors sur l'action quantitative, je vous parlais à l'instant de l'action des services, alors ça concerne l'espace public, la gestion de l'eau dans les terrains de foot, etc. Mais on a développé auprès des jardins partagés et des jardins familiaux de la ville une formation autour de l'utilisation des Oya, ce sont ces petites poteries que vous apercevez et qui permettent de gérer l'arrosage de manière très économe et de manière très progressive. Donc des poteries qui permettent d'accueillir l'eau et de la diffuser très progressivement. Et puis les deux autres images. Celle du bas, c'est une mare emblématique du territoire. Nous avons 450 mares sur le territoire. Quand on a fait notre diagnostic, on s'est aperçu que beaucoup avaient disparu avec le temps, avaient été naturellement ou artificiellement comblés. Et donc, on a décidé de restaurer les fonctionnalités humides du territoire et de recréer un certain nombre de mares. Et on a un programme de 10 mares par an qui sont soit restaurées, soit carrément créées. Et donc, c'est l'illustration, c'est quelque chose que l'on pratique en fait en régie. Et puis, ce fameux cours d'eau de 53 km qui traverse le territoire, ce cours d'eau en partie urbain, Lyon, que vous avez en haut, c'était un cours d'eau qui était en fait jonché d'obstacles qui empêchaient la libre circulation piscicole et sédimentaire. Et vous savez qu'on a une obligation liée à la directive cadre sur l'eau de rétablir la continuité écologique sur les cours d'eau. Donc ça a été un très vaste chantier. On a effacé une vingtaine d'ouvrages. Il a fallu engager un peu plus d'1 million d'euros de travaux, fortement accompagnés par l'Agence de l'eau. Et au-delà, en fait, des bénéfices sur la qualité de l'eau qui ont été dégagés de ces opérations, on a assisté à un véritable retour de la biodiversité, y compris sur la partie urbaine de la ville, donc d'une simple obligation réglementaire censée améliorer la qualité de l'eau, et c'est le cas. En fait, on a eu de multiples bénéfices supplémentaires, et y compris pour le public qui se promène le long de ce cours d'eau, ils ont vu les effets bénéfiques de l'opération. Et le dernier volet, le plan 4, l'axe 4 du plan biodiversité, c'est un volet sensibilisation, information, acculturation aux enjeux biodiversité. Alors là-haut, vous avez l'apprentissage de la connaissance des plantes sauvages que vous évoquiez tout à l'heure en milieu urbain. En fait, quand on a démarré le plan en 2017, on a voulu, entre guillemets, frapper un grand coup et organiser les 24 heures de la biodiversité. Donc il y a eu beaucoup d'animations, des ateliers, des spectacles autour du sujet. Et depuis, on a chaque mois une opération Ma Ville Nature qui est engagée. Donc c'est par exemple une conférence, c'est par exemple une sortie de terrain, c'est par exemple aller écouter les chouettes dans la nature, repérer les oiseaux, faire du tressage végétal, apprendre à fabriquer des cosmétiques avec des produits naturels. Donc tous les mois, pour tous les publics, pour tous les âges, sous différents formats, on a une animation autour de la biodiversité. Et puis en mai dernier, on a pendant une semaine eu un format un peu plus resserré avec une fête de la biodiversité qui a été organisée par la ville de La Roche-sur-Yon. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer au grand public que d'un côté, effectivement, la biodiversité est menacée par une véritable érosion, mais que d'un autre côté, chacun a une responsabilité, chacun a les moyens d'agir, parfois de manière extrêmement simple. C'est l'idée vraiment que l'on souhaite mettre en avant. La collectivité a sa responsabilité, mais chacun peut aussi agir en faveur de la biodiversité. Alors pour conclure, ce plan biodiversité numéro 1, il est terminé maintenant, un plan de 4 ans. On a engagé un plan d'action biodiversité numéro 2. Et puis en parallèle aujourd'hui, fort en fait du succès de ce que l'on a engagé sur la ville, la politique biodiversité commence à gagner l'agglomération et l'ensemble des communes. On a notamment au niveau agglo une zone d'activité économique agroécologique qui vient d'être créée. Il y avait dans cette zone d'activité la présence importante de zones humides, de cours d'eau, de haies, on a essayé vraiment de partir de cette ossature pour la préserver et la renforcer, et faire en sorte également que sur les parcelles inutilisées devant les entreprises, des activités de maraîchage puissent s'organiser. Et puis, on a aussi
Alors c'est l'image du haut, un lieu dédié à la biodiversité à destination du public vendéen et puis des touristes qui est en train de sortir de terre pour expliquer encore l'ensemble de ces enjeux, l'ensemble des actions que tout un chacun peut engager, et puis la végétalisation des places sur le territoire, dans La Roche-sur-Yon, mais également dans les communes, est une initiative qui est en train de se généraliser. Donc voilà un petit peu l'état des lieux de la biodiversité à La Roche-sur-Yon. Je crois que ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est qu'il est important non seulement de porter cette politique au niveau ville, mais d'impliquer l'écosystème local. Chacun a son rôle à jouer. Les associations, évidemment, nous sont d'un grand secours. Et puis, au-delà d'une politique, je dirais, hyper verticale, on s'aperçoit que toutes les politiques de la ville et de l'agglomération sont réinterrogées par les questions biodiversité, et l'approche transversale est vraiment une question essentielle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne Sicard. Merci bien. Alors c'est intéressant parce que vous êtes en train de réinventer donc un récit là aussi du futur en vous appuyant véritablement sur la nature, pas forcément toujours avec des coûts élevés. On change de regard par petites touches, donc on essaime petit à petit, et ça aussi Pascal Larmande pourra donc nous en parler. Donc il y a à la fois ce récit. Tout à l'heure vous avez évoqué les chouettes, c'est normal, on est en Vendée, hein. Les chouans ça vient bien de là, donc c'était le cri de ralliement, c'était celui de la chouettulotte, donc c'est normal qu'on fasse donc la fête aux chouettes. Et puis on se rend compte aussi lorsque vous remettez une rivière en état, quand vous la laissez gambader en liberté, alors je sais que ça pose des problèmes pour les propriétaires parfois de moulins, etc. Mais la nature est une bonne fille, c'est-à-dire qu'en fait, elle reprend ses droits assez vite. Et donc les résultats, on les a vus donc assez vite. Voilà. Réchauffement climatique, c'est pas vrai. Je veux dire que toutes les politiques d'atténuation, on ne les verra pas. Là, le coup est parti. De toute façon, ça monte, etc. Bon, mais pour la nature, ou biodiversité, si on garde que la partie vivante de cette nature, mais enfin bref, prenons le mot de nature, ça réagit très vite. On s'en est rendu compte pendant le Covid, vous avez très bien vu, les gens ils ont redécouvert la nature, ah, très bien, mais ça réagit effectivement très vite quand on lui fiche la paix. Donc il s'agit de la canaliser juste ce qu'il faut, mais ça marche très bien. Alors vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une obligation européenne, on a 2 directives européennes qui s'entrechoquent, c'est-à-dire qu'on a celle sur la libre circulation donc des fleuves et des rivières, donc pour avoir une biodiversité en bon état, puis on a celle sur l'énergie aussi qui est derrière. Voilà, et donc on va vous dire, ah bah oui d'accord, mais on a envie de turbiner aussi. Bon, alors ça après c'est localement au coup par coup que les choses se passent. Je relancerai sur le côté pas de politique cloisonnée, parce que ça c'est très important, vous l'avez évoqué à la fin, mais on y reviendra dans quelques minutes, parce que là aussi c'est encore un petit peu compliqué. Gaëlle Schoner, vous êtes donc directrice du département Ville Durable au CEREMA en Ile-de-France. On rappelle, prenez un micro, ça devrait fonctionner. D'abord effectivement, en quelques mots, donc quels sont les objectifs et oh non, ça va aller. Et quelles sont donc les missions du CEREMA très vite? Alors le CEREMA, c'est un établissement public d'État qui est présent sur l'ensemble du territoire français, à la fois la métropole et les territoires ultramarins. Et donc on a des politiques dans différents domaines, mais par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, on intervient sur l'adaptation du territoire au changement climatique, mais aussi à l'évolution des usages et des effets globaux sur la société, pas simplement le changement climatique, et sur la réduction de la vulnérabilité autour de la question des risques, et puis de l'amélioration du contexte environnemental, comme ça a été évoqué tout à l'heure, que ce soit sur la qualité des milieux ou sur la biodiversité, la qualité de l'eau et puis la réduction de la vulnérabilité par rapport aux risques globalement. Voilà, d'où évidemment votre présence ici. Vous avez été associé par le directeur de l'agence d'urbanisme dans un appel à projet aussi. Donc. Oui, tout à fait. On a accompagné le territoire de Tours dans le cadre de l'appel à projet à Miter, dans le cadre duquel, en fait, l'objectif c'était de construire un projet de renouvellement urbain dans le cadre duquel on intégrait le risque d'inondation, tout en proposant un développement des usages et réduire la vulnérabilité et donc la pression du risque inondation sur le territoire d'études. Donc on est venu vraiment sur le volet innovation pour finalement impulser une démarche où on allait introduire des usages et une organisation spatiale de ces usages sur le territoire qui venait en interface avec le maillage de l'eau. Et donc ne plus proposer d'abord le maillage des usages et ensuite voir comment on pouvait faire passer l'eau, mais plutôt reconstruire le maillage hydraulique et ensuite penser l'organisation spatiale des usages humains.
Ce qui change quand même tout, ça recoupe un peu ce que je vous disais ce matin, c'est-à-dire sur ce côté, on pense au développement d'abord, non, maintenant effectivement il faut penser à l'eau, quantité, qualité, et après on pense au développement, donc voilà, donc là on part effectivement sur ce maillage. Quand on vous dit dispositif nature en ville, ça on commence à en avoir plein, voilà, quels que soient les termes, donc que ce soit d'autres termes pour La Roche-sur-Yon, peu importe, mais pour vous, quels sont alors à la fois les forces, mais aussi les limites de l'affaire aujourd'hui? Voilà. Alors, pour la nature en ville, c'est vrai qu'il faut continuer et poursuivre l'effort. Ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de résoudre des problèmes locaux et de répondre à des problématiques que l'on peut rencontrer. Ça peut être les îlots de chaleur, donc en venant proposer des îlots de fraîcheur. Ça peut être un problème de qualité des eaux, donc venir agir sur ces sujets-là. On peut avoir des problèmes de risque. Mais finalement, avec ces solutions amenées de manière sectorisée, on ne va pas atteindre finalement une efficience globale à très large territoire. Donc l'idée, ce serait plutôt de rechercher à travers l'échelle du bassin versant les discontinuités environnementales et hydrauliques et venir proposer les solutions qui ont été présentées tout à l'heure selon le maillage qui permettent de répondre à la grande échelle aux différentes problématiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un effet significatif, avec un peu un effet papillon, de ces aménagements cumulés, finalement, à travers les OAP, parce que l'idée aussi, c'est, on est plus fort. Je pense qu'il faut dépasser la notion d'éviter, réduire, etc. Il y a la question du zéro artificialisation nette. Et ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de dire que quand on aménage, on avait tendance à opposer l'aménagement, le développement et le contexte environnemental. Toujours, oui. C'est qu'en fait, à travers l'aménagement, on va venir réparer les discontinuités hydrauliques et environnementales qu'on a générées ces 50 dernières années. Et donc ça pourrait vraiment être intéressant. Toutes les actions, solutions fondées sur la nature, qu'il y ait un maillage qui soit pensé pour répondre à ces approches globales, en fait. Nous sommes dans une société de réparation, mes amis. Nous raccommodons, nous ravaudons, comme disait ma grand-mère dans le Tarn. Donc c'est ça, c'est qu'on essaie globalement de remettre le curseur, le balancier qu'on a envoyé n'importe où, de le remettre à la bonne place. C'est ça notre boulot, en fait, d'être humain dans cette société totalement démente dans laquelle on est. Mais une fois de plus, il n'y aurait pas de solution, on ne serait pas là. Il y a des solutions. Le 1,5 degré, on l'a quasiment signé en France. La moyenne, on n'est plus sur 1 degré. On est déjà sur 1,2 degré, 1,3 degré. On verra tous dans cette salle 1,5 degré de climat supplémentaire. Et on rappelle simplement que 1,5 degré de climat, ce n'est pas 1,5 degré de météo. C'est-à-dire qu'on le sait, je toujours un rappel toujours nécessaire, mais sur le pas de la porte, on avait 10-12 degrés de plus il y a 3 jours. Youpi et merci pour les marchands de glace, mais c'est pas de la météo, ça. Donc, c'est de la météo, pardon. Mais c'est pas du climat. Le climat, c'est quand même une opération qui se fait sur une trentaine d'années, et ça change la donne. On a signé, que ce soit ici, en Vendée, la première région la plus chaude, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment là où effectivement c'est déjà plus chaud. Plus que c'est contre-intuitif, on pourrait se dire c'est la région PACA, non, c'est la région Aquitaine. L'Occitanie aussi est quand même bien impactée. Donc on a tout ça, donc effectivement vous nous dites bien, oui, ok, donc faisons attention à cela. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse justement bien percoler ce que vous êtes en train de dire? Ce qui serait intéressant, c'est par exemple, alors pas tous les territoires sont couverts par un schéma d'aménagement de gestion des eaux, mais à travers ces outils, en tout cas, on pourrait finalement aller un peu plus loin dans le cadre de cet outil pour définir le maillage de réparation et ensuite, à travers les plans locaux d'urbanisme, décliner ces actions pour programmer les solutions fondées sur la nature telles qu'ils ont été présentées pour avoir un effet efficient. Et là, du coup, on pourrait réduire la vulnérabilité des territoires en matière d'inondation, de ruissellement, et de manière assez pérenne, en intégrant les effets du changement climatique sur les modélisations qu'on peut faire. Et du coup, ensuite, en même temps plutôt, co-construire les projets de renouvellement urbain en tenant compte de ces diagnostics finalement. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont assez intéressants. Sur l'Île-de-France, là par exemple, on a conduit un travail sur l'identification du potentiel de renaturation de la zone Île-de-France avec des données qui sont disponibles de manière nationale. Ce qui n'empêche pas après, de toute façon, d'avoir besoin de faire des études plus poussées de terrain sur la biodiversité notamment. Mais en tout cas, ça permet de dégrossir l'approche
parce que la difficulté, c'est qu'on en avait discuté, c'est les données qui manquent au territoire, parce qu'en fait, on demande aux collectivités et aux opérateurs de l'aménagement de faire des projets plus durables, mais en réalité, les données nécessaires pour faire des projets réellement durables ne sont pas toujours disponibles. C'est-à-dire ce maillage à grande échelle de ce qu'il faut faire sur le plan hydraulique, environnemental, n'est pas toujours disponible. Alors, c'est pas disponible, pourquoi ? Parce que vraiment on ne les a pas, parce que il faut aller prendre du temps pour aller se les chercher à travers 15 organismes différents, ou est-ce qu'il nous manque vraiment des trucs ? Parce qu'aujourd'hui, vu l'urgence de l'affaire, on ne va pas de nouveau créer une commission pour créer, etc. Donc, Et je pense que les outils existants et les entités qui existent, comme les clés pour le SAGE ou le SDAGE, les différents opérateurs qui peuvent exister, tout à fait en mesure, si on pouvait faire des compléments d'études en fait, aux outils existants, on pourrait utiliser ces travaux ensuite pour faire une déclinaison opérationnelle locale. Donc en réalité, il ne faut pas créer de strates supplémentaires, il n'y a pas de... Voilà, il faut... En fait, aujourd'hui, il y a peut-être 1 an et demi de travail, mais c'est pour le très long terme, donc je pense que c'est vraiment important. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que vous nous dites là, c'est il vaut mieux, ce ne sera pas du temps perdu, mais qu'il vaut mieux donc bien se poser plutôt que de s'exciter à galoper. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force de vouloir apporter des réponses en urgence, des fois on fait des choses qui ne vont pas avoir l'effet attendu. Et pourtant, on a voulu bien faire. Donc, je pense qu'il vaut mieux se poser 1 an et demi et avoir les bons documents et les bonnes données pour ensuite avoir un bon déroulement des opérations. Parce que la durée de construction de la ville, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et donc, l'action publique, elle s'inscrit dans le long terme. Donc, les opérations d'aménagement, elles mettent à 8 à 10 ans pour sortir. Alors, ça se passe bien. Donc, perdre 1 an et demi en diagnostic, c'est pas perdre 1 an et demi, ça peut même se faire concomitamment dans la construction des projets. Alors, Anne Aubin-Sicard, ça évidemment, ça vous parle. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, on se doute bien que vous travaillez sur les PLU, PLUI, et puis les SCOT aussi, peut-être sur le SCOT. Donc, En fait, on est en pleine révision du PLU communal. On travaille sur l'intégration d'un coefficient de biotope dans ce PLU, et on lance en parallèle l'établissement d'un PLUI, donc un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Et là, en fait, très en amont, on est impliqué dans le dispositif TEN, Territoire engagé pour la nature, pour intégrer justement l'ensemble de ces données naturalistes pour nous aider à construire ce futur PLUI. Donc effectivement, ça prend du temps. D'accord, donc ça prend du temps, mais ça vous paraît normal que ça prenne du temps. Donc, est-ce qu'il y a d'avoir besoin de beaucoup de persuasion par rapport, je sais bien, avec vos autres élus est-ce que certains en font un objet véritablement politique, ou bien quand même tout le monde est à peu près d'accord sur les constats et sur les manières de faire Alors en fait, quand j'ai démarré mon mandat, j'étais pas première adjointe, et 1 an après, mon maire a décidé de me nommer première adjointe en charge de ces sujets. Et finalement, cette fonction de première adjointe me donne quelque part une plus grande facilité pour échanger avec mes collègues et faire en sorte que chacun dans sa délégation, à un titre ou à un autre, intègre cette donnée biodiversité et plus largement la question environnementale. Donc mon maire au départ était agriculteur dans les années 70. Il a changé de métier pour diverses raisons. Et aujourd'hui, il a le regret finalement de ce qui lui a été inculqué à l'époque, des pratiques agricoles et des dérives et des conséquences que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a arraché énormément de haies, donc ça a été ça. Voilà, donc parce qu'on les a incités aussi à arracher des haies, et maintenant on replante des haies. Donc il est touché par la question, et effectivement, au vu du constat mondial que tout le monde connaît, il a voulu mettre un accent plus particulier sur ces questions, en sachant que ces solutions fondées sur la nature, elles vont avoir un rôle à la fois sur l'atténuation, vous l'avez évoqué, même si l'atténuation du changement climatique, malheureusement, on ne pourra peut-être que la freiner, la limiter, mais pas l'éviter. Et puis sur la question de l'adaptation, évidemment, ces solutions fondées sur la nature, elles ont un rôle tout à fait essentiel. Est-ce que l'on court, Gaël Schonner, aujourd'hui, derrière l'adaptation, ou bien on commence à se dire « ouais, ok, on est obligé d'y passer », peu importe, mais où est-ce qu'on en est pour vous qui avez quand même cet observatoire Alors, je pense que les situations sont très contrastées en fonction des territoires. Il y a des territoires qui sont bien emparés du sujet et pour lesquels il y a des belles dynamiques, mais c'est pas toujours facile de passer ensuite de la phase de l'étude à la phase réalisation,
et concrétisation. On a des territoires qui subissent la situation et qui n'ont pas forcément de l'ingénierie suffisante pour conduire ce type de démarche. Et ça, c'est un véritable frein pour de nombreux territoires. Là, c'est vrai que des établissements comme le CEREMA, mais ils ne sont pas toujours connus de tous, de toute façon. Et puis, ce ne serait pas suffisant. Donc, il faut plusieurs réponses, en tout cas, pour accompagner sur ces sujets-là. Mais l'ingénierie, c'est vraiment un enjeu, je pense. Et dans quelques rares cas, il y a des personnes qui ne croient pas au changement climatique. Oui, mais on a, voilà. De toute façon, on a encore du climat. C'est même plus climato-sceptique, hein, c'est négationniste du climat. À une époque, on pouvait dire climato-sceptique. D'accord, c'était gentil comme expression. On n'est plus là-dedans maintenant. Hein. On n'est plus là-dedans parce que vraiment, là, si vous voulez, vous avez une unanimité de 3000 chercheurs du GIEC. Le GIEC compile tout le travail de ces climatologues mondiaux. Il y a une unanimité là-dessus. Alors après, ça relève de la croyance personnelle. Hein. C'est quand on n'y croit pas, là, moi, je ne peux plus rien faire. Maintenant, d'un autre côté, il faut aussi toujours se dire que le climat, il ne faut pas que ce soit ce qui cache la forêt du reste non plus. C'est-à-dire que là, évidemment, on a globalement un indicateur avec le climat qui est le merveilleux CO2 avec ou sans amour, mais qui est l'équivalent CO2. Ok. Sur la biodiversité, c'est plus compliqué parce que vous avez des tonnes de données qui existent. D'ailleurs, les gens ne retiennent même pas le sigle de l'équivalent du GIEC de la biodiversité qui est l'IPBES et c'est pas très joli non plus, hein, ça. Donc, le GIEC, ça sonne. Bon, bref. Donc on en est là effectivement aujourd'hui. Donc on court un petit peu, c'est ce que vous nous dites après l'adaptation. On verra aussi vos solutions sur les villes durables. Pascale Larmande, donc animatrice régionale pour ces solutions fondées sur la nature, à l'Agence régionale de la biodiversité, comme je le disais sans erreur dès le départ. Voilà. Alors là, dites-nous, tout à l'heure, je vous l'ai dit, là on voit plein de solutions. Pour ça, je voulais commencer par un exemple vraiment très concret avec Anne. Alors, on essaime, ça c'est aussi un peu votre affaire. Donc, d'essaimer plein de solutions sur le bassin. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, déjà pour recadrer, c'est un collectif de 22 structures membres qui sont des têtes de réseau d'horizons extrêmement divers au niveau de la région. Donc, on va avoir des structures de l'État, comme l'ADREAL, comme l'OFB, justement, par exemple. On va avoir des représentants, par exemple, d'un parc naturel régional. On va avoir des collectivités avec une grosse métropole, qui est la métropole de Tour-Val de Loire, avec une petite communauté de communes en secteur plus rural qui en l'occurrence est la communauté de communes du Grand Chambord. On va avoir également l'ONF et puis également des usagers, des représentants d'usagers type fédération de pêche, fédération de chasse. On a également la chambre régionale de commerce et d'industrie, la chambre régionale d'agriculture, voilà, les associations naturalistes, Conservatoire Espace Naturel, France Nature Environnement, et toutes ces structures-là sont finalement se retrouvent dans les travaux que l'on mène au niveau de l'ARB, et nos travaux ont pour vocation de faciliter la prise en compte de la biodiversité, de faire percoler cette biodiversité dans tous les secteurs et sur tous les territoires. Et dans ce cadre-là, on fait notamment un gros volet d'animation territoriale, donc vers les collectivités et vers les entreprises. Et sur le volet collectivité, l'animation territoriale va avoir plusieurs ancrages. On parlait tout à l'heure territoire engagé pour la nature. Donc on anime ce dispositif territoire engagé pour la nature. Il s'agit de pouvoir faire un plan d'action dans le cadre de sa collectivité sur 3 ans et soumettre ce plan d'action pour être reconnu, pour candidater à territoire engagé pour la nature. Donc là, les candidatures sont ouvertes depuis le 15 juin. Donc vous êtes tout à fait incité à candidater pour votre collectivité si vous le souhaitez. Dans le département, il y a 3 collectivités qui sont reconnues territoire engagé. Vous avez Aglopolis, donc qui est une grosse collectivité de plus de 100 000 habitants, mais vous avez également Cheverny, qui a, de mémoire, je dirais 700 ou 900 habitants. Vous avez Mélan également, qui est une plus petite collectivité de 500 habitants, donc il n'y a pas de taille de collectivité. Chaque collectivité peut s'engager à avoir un plan d'action qui prend en compte la biodiversité dans les 3 ans.
Et dans ce cadre-là, nous, on fait de l'animation territoriale, on accompagne les collectivités à trouver des solutions, à mettre en place des actions. On fait des webinaires, on fait des sorties, on fait des journées thématiques pour justement montrer des solutions qui ont été déployées par certaines et qui vont pouvoir percoler et être mises en œuvre par d'autres. Donc c'est-à-dire qu'on vous pose un problème, vous essayez de trouver effectivement les solutions, c'est-à-dire que vous êtes en accompagnement et en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Vous n'êtes pas maître d'ouvrage, bien sûr. Non. Donc c'est ça. Non, mais qu'on comprenne bien effectivement donc la mécanique, et vous accompagnez après donc les différentes structures. Voilà, c'était tout à fait le cas. Et c'est exactement le même principe que l'on fait sur les solutions fondées sur la nature, puisque sur les solutions fondées sur la nature, le but, c'est déjà de faire connaître ce que sont ces solutions, à quoi elles servent, lesquelles sont-elles, et surtout pour répondre à quels enjeux, à quelles problématiques. Et donc, chaque territoire étant différent du voisin, quelles sont les thématiques de ce territoire-là, et quelles sont les solutions qui peuvent ou qui pourraient être déployées pour pouvoir répondre aux problématiques rencontrées par la collectivité. Donc ça peut être des problématiques, par exemple, sur le secteur du Loir-et-Cher, il va y avoir la problématique d'érosion, ruissellement de sol, qu'on va retrouver de façon très prégnante, surtout sur le nord du département. On a des secteurs qui vont perdre jusqu'à 20 tonnes de terre par hectare et par an. C'est énorme. Et on sait très bien que ces secteurs, en plus, à l'avenir, auront également des périodes de pluie denses qui seront plus nombreux. Donc on aura cette corrélation d'érosion forte sur des secteurs où il y aura en plus des pluies plus fortes. Et donc ces secteurs-là ont vraiment une nécessité à s'adapter dès aujourd'hui et à mettre en œuvre sur leurs différents bassins versants tout un panel de solutions. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple? Par exemple, sur l'érosion ruissellement de sol, on peut travailler à l'enherbement des talwegs, on peut travailler au positionnement de haies de façon stratégique sur le bassin. C'est pas seulement secteur agricole, ça peut être en bord de voirie, ça peut être, c'est vraiment pas uniquement des actions vers le monde agricole, c'est également des actions qui peuvent se faire par les collectivités, notamment sur les bords de voirie, puisque les érosions de sol peuvent aussi emmener des voiries, et les coulées de boue vont aussi se retrouver dans les villages. Et là, ce qu'on peut faire également, c'est un travail qu'on a également proposé sur l'Eure-et-Loir, c'est de revoir également où étaient les mares anciennement dans ces secteurs-là, puisque souvent elles ont disparu et elles avaient cette vocation à tamponner l'arrivée d'eau forte, notamment en frange de village. Ensuite, il peut y avoir également des réflexions, par exemple, de ceinture autour des villages de type pré-verger, donc des vergers avec des prairies en dessous, qui vont à la fois avoir cet intérêt de tamponner par rapport à l'arrivée d'eau éventuelle dans les villages, mais également de créer des îlots de fraîcheur. Et donc les habitants en période de forte chaleur pourront se retrouver dans ces secteurs plus frais. Et puis ensuite, sur tout ce qui est par exemple fossé de voirie, donc là c'est tout à fait des compétences que peuvent avoir les collectivités, notamment de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accélération de l'eau. Plus l'eau va être rapide, plus elle va avoir de caractère érosif. Et ça va être par exemple de mettre en place des redans, ce qu'on appelle des redans, c'est des petites buttes transversales à l'écoulement qui vont permettre à l'intérieur même du fossé de réduire la vitesse et donc l'érodabilité de l'eau. Et cumuler toutes ces solutions-là vont permettre d'avoir un vrai résultat. Et on estime que si ça couvrait 1 à 5% du bassin versant, ça résoudrait les problèmes du bassin. Donc c'est énorme. 1 à 5% très peu de surface égale avoir un intérêt très important. Une amplification positive importante. Voilà, mais ce sont des petites solutions à mettre en place sur l'intégralité du bassin pour avoir justement ce cumul de bénéfices, notamment sur le problème de l'érosion. Donc ce que l'on entend, c'est que de toute façon, il s'agit de retenir l'eau quoi qu'il arrive, au maximum. Surtout quand vous nous parlez effectivement du nord du Loir-et-Cher, ça veut dire que là, on tape dans la nappe de la Beauce, qui se recharge mal quand même. Donc, Exactement, on en a parlé ce matin dans le cadre d'une intervention. Donc retenir l'eau, finalement, c'est à la fois éviter son caractère érosif et le risque de couler de boue, mais c'est aussi lui permettre d'avoir le temps d'infiltrer le sol, donc de réduire finalement les sécheresses de sol, et en tout cas les périodes pendant lesquelles on a des sécheresses de sol. Donc au niveau agricole, c'est aussi un bénéfice. Et puis, c'est permettre
permettre aussi un rechargement le plus optimal possible des nappes phréatiques. Et on sait qu'on a des secteurs en très forte tension, donc c'est le cas de la Beauce, mais pas uniquement. On a des tensions sur énormément de secteurs. Donc mieux on freinera cette eau, mieux on favorisera son infiltration au plus près d'où elle tombe, et mieux on rechargera aussi les nappes phréatiques. Et également, on interviendra sur le risque inondation, puisque moins d'eau qui arrive à la rivière, c'est aussi un risque inondation qui est moins élevé. Gagnant-gagnant, on vous l'a dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on se dit Loir-et-Cher, on se dit, bah ouais, mais enfin c'est vrai que le Ligérien, il a la culture de l'inondation. C'est vrai qu'il a la culture de l'inondation, donc ça monte gentiment, doucement. En revanche, le ruissellement et l'érosion qui va avec, ça on ne l'a pas. Hein. Et donc ça, on aurait vu qu'il y a eu des catastrophes. En 2016, entre autres, ça a été tout à fait redoutable. Alors maintenant, on travaille à quelle échelle, on va dire, de territoire, puisque donc on parlait de décloisonner donc les services. Ça, c'est le boulot aussi au quotidien de Anne, mais dans notre grande série, il n'y a pas que la voirie dans la vie. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Parce que aussi, vous veillez à cela pour que tout le monde soit impliqué. Alors, au niveau des échelles de territoire, en fait, l'intérêt des solutions fondées sur la nature, c'est qu'elles peuvent être mises en place à toutes les échelles de territoire et à toutes les échelles de projet. On avait vraiment une imbrication d'échelles, et c'est ça qui est intéressant. On va être, donc, par exemple, comme je vous ai montré, à une échelle de bassin versant. On peut être à une échelle plus administrative d'une commune. Par exemple, pour les îlots de chaleur, gérer, essayer de mettre en œuvre des actions contre les îlots de chaleur. On peut être également à des échelles plus fines de quartier. C'est le cas quand on a par exemple un nouveau quartier et qu'on va mettre en place des nous d'infiltration à l'échelle de ce quartier pour infiltrer l'eau de pluie. Et puis on va être également à l'échelle de la parcelle, que ce soit pour infiltrer l'eau de pluie, mais que ce soit également pour mettre en œuvre différentes actions, notamment de végétalisation par exemple, qui ont à la fois le bénéfice de pouvoir permettre une bonne infiltration de l'eau, mais également un rafraîchissement local pour les habitants. Je reviens, Gaël Schoner, sur l'autre échelle, c'est-à-dire celle des EPCI, et mettons des sages. A priori, ils n'ont pas forcément obligation de s'intéresser à tout ça. Non, effectivement. D'ailleurs, on avait eu des débats dans un séminaire qui s'est tenu en septembre dernier à Toulouse, un séminaire national. Et donc la question qui s'était posée, c'est est-ce qu'il faut refaire des textes de loi ? Je pense que ce ne serait pas nécessaire parce qu'en réalité, il faut une volonté de faire, parce que en réalité, c'est une volonté politique, je pense, qui peut permettre d'impulser ces démarches-là, tout simplement. De toute façon, même quand on fait des textes de loi, on a vu sur certains sujets qu'on pouvait mettre du temps à les mettre en place. Exactement. Donc il vaut mieux convaincre sur le fond. Je pense que c'est plus intéressant. Pour qu'il y ait une véritable adhésion et un véritable portage. Donc, démarche volontariste. Alors là, évidemment, en l'occurrence, premier magistrat de la ville de La Roche-sur-Yon, et puis sa première adjointe, parce que ça va bien, c'est-à-dire que vous impulsez le truc, vous êtes à la tête de cet exécutif local. Bon, ça suit quand même bien derrière. Ça viendrait, mettons, d'un 4e ou 5e couteau. C'est pas méchant de ma part, mais ce serait peut-être plus compliqué à faire remonter si votre maire n'était pas convaincu de cela. Vous l'avez dit, c'est un agriculteur qui a changé et donc il est bien conscient de cette affaire. Ouais. Après, on avait imaginé lancer aussi une politique biodiversité intercommunale en même temps. Et en fait, toutes les communes de l'agglomération n'étaient pas prêtes. On n'était pas mûrs au même moment. Voilà, c'était pas mûr. Aujourd'hui, ça l'est. Et effectivement, voilà, on se lance dans le TEN, mais on n'a pas attendu le TEN en fait pour avoir une vraie lecture des politiques intercommunales par le prisme de la biodiversité et du climat. Et même si explicitement les intercos n'ont pas la compétence biodiversité au moins, elles ont quand même les moyens d'agir. Voilà. Alors, sinon, Gaël, sur ce sujet, après, on va voir quelles solutions vous pouvez aussi proposer. Mais lorsqu'on vous dit, ça c'est interdit, on va pas y arriver, quoi. Bon, ou bien, est-ce qu'il y a des choses quand même franchement à contourner aujourd'hui dans ce que nous disent les textes législatifs? En fait, dans le cadre législatif actuel, on pourrait très bien s'engager dans ce type de démarche. Parce qu'on peut conduire des démarches exploratoires en partenariat avec l'État et par exemple avec l'appui du CEREMA. Il y a des démarches exploratoires par exemple qui sont conduites à l'échelle de l'Axe Seine. On lance des appels à projets, par exemple la MIGEMAPI qui est sortie cette année avec le CEREMA. Il y a aussi des appels à projets sur le littoral, donc on est moins concerné ici, mais ça existe également. Et justement, ça permet d'expérimenter des démarches exploratoires avec l'appui d'une expertise
à laquelle n'ont pas forcément accès les collectivités en temps habituel. Et donc, ça peut permettre d'impulser ce type de démarche. Ce qui peut convaincre aussi certains territoires qui, au début, pourraient se dire que c'est compliqué et puis se dire, puis finalement, on n'a peut-être pas l'appui des habitants, etc. C'est l'économie qui pourrait être induite par ces démarches-là en termes d'argent public. Parce qu'on peut mutualiser les objectifs, avoir un espace multifonctionnel qui répond à différents usages de la ville. Et plutôt que d'avoir une démarche pour la qualité de l'eau, et du coup, il y a un service qui s'en occupe et il y a un budget afférent avec des aménagements spécifiques. Après, on va avoir une action sur la gestion du risque avec une autre réponse, et donc avec un autre coût en investissement et en fonctionnement. Et puis après, on va avoir un investissement pour avoir un pacte public, etc., etc. Et différents usages. Là, en fait, on peut avoir un projet qui va répondre à l'ensemble de ces points. Et du coup, un seul investissement et un seul coût en fonctionnement. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ça permet d'avoir des subventions de l'Agence de l'eau sur des espaces publics dédiés aux loisirs ou à d'autres usages, îlots de chaleur, îlots de fraîcheur, qu'on n'aurait pas eu en temps normal sur un aménagement urbain classique. Et donc, par l'entrée, j'allais dire, subvention économique, on peut aussi convaincre des territoires de s'inscrire dans ce type de démarche. L'argent public aujourd'hui est rare, et si avec un investissement on peut répondre à plusieurs enjeux, je pense que c'est intéressant pour tout le monde et on crée un cadre de vie plus qualitatif. Il va y avoir un étiage aussi pour l'argent public. Là-dessus, faut pas rêver. On a déjà ponctionné merveilleusement les agences qui sont donc le bras armé financier de l'État, donc vous le savez, donc les uns et les autres. Mais on leur demande d'intervenir donc de plus en plus sur la biodiversité. C'est logique. On pompe de l'argent pour le mettre ailleurs. Bon, ça va évidemment plutôt sur l'OFB. On va dire qu'on reste un petit peu dans la même mouvance, mais quand même, c'est-à-dire que les élus de bassin versant se demandent s'il ne faudrait pas voter une taxe d'aménagement pour abonder donc, le budget des 6 agences de l'eau. Ça, on l'a vu passer donc aussi. Pascal Larmande, là, nous sommes à Blois. Alors là, à Laugrain, ok. Il y a un gymnase à côté. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ce gymnase? L'exemple. Alors, sur Blois, il y a des exemples très intéressants qui ont été mis en œuvre, notamment par la ville et Aglopolis. C'est intéressant parce qu'en fait, ils se sont eux-mêmes testés. C'est-à-dire que souvent, on parle, par exemple, pour l'infiltration des eaux de pluie, on parle de projets montés de toutes pièces. Donc ça, c'est plutôt facilitant. Mais que faire avec, finalement, les bâtiments déjà existants et quand on réhabilite ces bâtiments-là? Et là, en l'occurrence, c'est une réhabilitation sur un gymnase, donc qui aurait dû être faite de façon très classique et conventionnelle. Et ils se sont posé la question de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et notamment en déconnectant les gouttières des tuyaux classiques et pour faire de l'infiltration dans une noue juste à côté. L'intérêt, je trouve, de cet exemple-là, c'était qu'ils se sont testés, ils ont essayé sur un bâtiment, ils ont vu ce que ça donnait, et à partir de là, en ayant fait eux-mêmes finalement leur appropriation de cette technique, enfin de ces techniques-là, ils ont pu ensuite redéployer ça, et maintenant ils le redéploient sur d'autres bâtiments. Et donc c'est vraiment cet essaimage qui est très intéressant, et cet essaimage il se fait donc là en l'occurrence sur une ville ou une agglo, mais il peut également se faire avec des exemples qui ont été menés par d'autres collectivités. Donc c'est vraiment une des missions aussi qu'on a nous au niveau de l'ARB, c'est le faire connaître les expériences, les expérimentations, les tests, les actions qui ont été menées par d'autres collectivités et qui vont pouvoir vous inspirer parce que la collectivité vous ressemble, parce que la physionomie, la taille, le nombre d'habitants, finalement la typologie de budget ou la typologie d'action menée vous ressemble, et vous allez pouvoir aller piocher sur ces retours d'expérience-là pour pouvoir faire un peu comme un catalogue, voir un peu ce que vous pourriez mettre en place chez vous. Et dans ce cadre-là, on est en train de finir, là ça va sortir en septembre, la mise en place de ce qu'on appelle un biodiff tour. Le principe, c'est de mettre en relation une collectivité inspirante qui a un projet spécifique avec des collectivités qui ont des envies, qui ont des questions et qui vont pouvoir aller rencontrer cette collectivité qui a mis en œuvre, donc de pair à pair, pour pouvoir justement s'inspirer, discuter et pouvoir revenir avec cette facilitation finalement de passer à l'action sur son territoire. Et toutes les actions que l'on mène, on est en train de... Là, d'ailleurs, vous allez avoir la primeur
primeur. Aujourd'hui, on vient de mettre en ligne une boîte à outils sur la végétalisation. Le principe, c'est de vous mettre à disposition, vous, collectivités, tout un panel de ressources qui vont vous aider finalement à végétaliser. Quoi planter, où planter, comment planter, pourquoi, pour répondre à quel enjeu. Et surtout, comment préserver? Parce que finalement, depuis le début de la journée, on dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action? L'action la plus simple et la moins coûteuse, c'est déjà de protéger l'existant. En faisant un inventaire des zones humides de votre territoire et en les mettant dans le PLU, vous protégez vos zones humides, ça ne coûte rien. Ces zones humides-là, on sait qu'elles vont rester et ces zones humides-là, elles vont continuer gratuitement à vous rendre les services nécessaires. Ensuite, vous pouvez avoir des plans pour restaurer, remettre en état de fonctionnalité encore meilleure ces zones humides. Mais rien que déjà, l'action de protection des milieux qui vous rendent ces services-là, c'est déjà quelque chose qui finalement ne coûte rien et qui peut tout à fait être mis en place dans le cadre d'un renouvellement de PLU ou de PLUI. Et ensuite, il y a un autre document dont on n'a pas du tout parlé. Souvent, les documents dans les collectivités, c'est souvent des documents qui sont en silo, les uns à côté des autres. Et il y a un document aussi qui est pareil, toujours à côté, c'est le PCAET, Plan Climat et Énergie Territoriale. C'est un document qui est vraiment lié au climat. En général, quand on parle de biodiversité, on ne pense pas au PCAET. Pourtant, dans le PCAET, il y a tout un volet sur l'adaptation du territoire et sur la prise en compte de la biodiversité et des services rendus pour remplir justement les objectifs du PCAET. Et là, vous pouvez vraiment être acteur aussi de ces documents-là. Et il y a des collectivités sur le département qui ont vraiment pris ce PCAET comme outil pour voir comment ils allaient pouvoir injecter, mettre en place, mettre en œuvre et accompagner leurs communes sur les solutions fondées sur la nature. Donc là, en l'occurrence, c'est un PCAET mutualisé sur Grand Chambord et Beauce-Val-de-Loire et qui a vraiment cette volonté-là de voir comment aider les communes à mettre en place les solutions fondées sur la nature adaptées à leurs enjeux de territoire liés à leur PCAET. On a besoin à la fois de récits et d'exemplarité. L'être humain, il fonctionne, moi je le constate depuis donc un paquet d'années, il fonctionne, alors il va se dire, est-ce que je peux faire des économies? Si je peux faire des économies, ok, je suis d'accord, je vais m'intéresser à l'écologie. Peu importe, ça peut fonctionner. 2, vous avez le régalien. Donc là, c'est la carotte et le bâton. En gros, c'est à peu près ça. Vous aurez des aides si ça fonctionne mieux, etc. et tout. Bien sinon, on va vous allumer. Enfin bon, ça c'est aussi le signal régalien. Autre point extrêmement important, porté par les femmes plus que par les hommes, santé et environnement. Santé et environnement, c'est un truc fondamental, ça va monter extrêmement en puissance dans notre société. Et enfin, ce que vous avez dit, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire je fais parce que tu fais, parce que nous faisons. Et ça marche. On est tous des animaux. Alors maintenant, on a ce mot à la bouche de inspirant. Tout doit être inspirant, tout doit être bienveillant et tout doit être disruptif. Voilà, pour ça j'ai tous les mots. Il va manquer 2-3 quand même encore, etc. et tout. Mais enfin, c'est génial. Il faut être disruptif, il faut être inspirant, il faut être bienveillant. Il n'y a jamais eu autant de gens en burn-out, mais enfin, il faut être bienveillant avec le burn-out aussi. Parfait. Je referme la parenthèse. Non, mais on a besoin effectivement d'exemples. Et parce que c'est tout. Parce qu'on est comme ça. On est des animaux et on se dit, bah ouais, il y a une bonne idée, bah, je vais essayer de la dupliquer et j'ai le droit de la piquer. Et ça, c'est formidable. Alors, les mares, oui, bah, n'ayons pas marre des mares. Au contraire, à 95%, les mares ont été construites par les humains. Ce qui a tué les mares, c'est le robinet. En fait, c'est ça. Ça a été ça, donc après, au milieu des années 50, ce qui est normal. Vous étiez sur la Beauce, vous aviez 7 mares différentes. J'avais rencontré un type qui était assez extraordinaire, un universitaire, et chacune donc avait sa fonction. Il y avait pour se laver, il y avait pour l'eau potable, il y avait pour les animaux, il y avait pour nettoyer donc du matériel agricole. C'était tout ça. Et puis bien sûr, après le robinet est arrivé, alors on a drainé tout ça merveilleusement. Bon, mais maintenant elles nous rendent sacrément service. C'est pas que des lavabos à sorcières, une mare, pas du tout. Et en plus, c'est des lieux récréatifs. Du côté de Routot, nous sommes au-dessus de Pontaud-de-Mer. On est en Seine-Maritime. J'ai rencontré donc un maire. Alors, faut imaginer, donc vous avez le plateau, et puis en dessous vous avez Pontaud-de-Mer. Pontaud-de-Mer, donc inondé. On parle de petite Venise. Dès qu'il y a 3 de flotte, en général, maintenant on dit la petite Venise du, etc. Bon, là c'est la petite Venise de Normandie. Très bien, allons-y. À part que vraiment Venise, quoi. C'est-à-dire les pieds dans l'eau. Et depuis qu'ils ont recreusé 17 ou 18 mares, ils ont sacrément limité. Non seulement ils gardent de l'eau, mais en plus, ils évitent cette fameuse érosion et ça arrête de dégueuler sur tout le sud. Ça leur a pas coûté cher.
Ça leur a pas coûté cher. En plus, derrière ça, c'était l'agence de l'eau, donc Seine-Normandie, qui a tout pris à 90%, donc, et même plus si affinité. Et tout le monde est très content. Tout le monde est très content. Donc ça, ce sont des solutions donc, fondées sur la nature. Gaël Schoner, là, on est en train de, justement, on essaie de le mettre en avant, et une fois de plus, on n'est pas en train de dire ah bah la technique, non, c'est pas ça du tout. On a besoin de technique à certains moments, mais là, on a intérêt, vous allez faire des économies quand même extrêmement importantes. Je reviens pas sur l'exemple que je vous ai donné ce matin sur la potabilisation donc de l'eau de New York. Maintenant, ça marche depuis déjà de quelques décennies, ça marche très bien. Mais enfin, le point de départ, c'était 8 milliards de dollars. À l'arrivée, c'était 1,5 milliard. Ils ont très vite compris, hein, écolo ou pas écolo, peu importe. Ils ont très vite compris, effectivement. Ça, c'est un exemple, et là, ça a été chiffré. Parce qu'on a besoin de se dire, ouais, mais ça va être quoi mes économies qui sont derrière Gaël, c'est pas quelque chose en plus dont on est en train de parler. C'est pas un gadget, cette affaire. C'est pas, pardon ? C'est pas un gadget, et c'est pas quelque chose en plus. Oui. Effectivement, on est sur quelque chose de fondamental qui va avoir une action sur la durée et le long terme. Donc, il faut impérativement s'inscrire dans ce type de démarche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a une inondation, des problématiques de ruissellement, le coût pour l'assurance, mais aussi le fonds commun au niveau du fonds Barnier, extrêmement élevé. Mais les dégâts, la perte économique, c'est aussi pour les entreprises qui ont une perte d'activité sur une durée X ou Y en fonction du niveau d'inondation. C'est parce qu'on parle toujours du bâti et du logement, mais c'est pas le seul axe sur lequel il y a des dégâts. Il y a aussi toutes les installations publiques où on a une assurance mesurée. Et tous ces montants, ça représente des budgets colossaux à la fois en termes de risque assurantiel, économie privée et économie publique. C'est vrai que si on agit sur tous ces leviers, on va réduire la vulnérabilité du territoire et du coup réduire les coûts à la fois en termes de fonctionnement pour la collectivité, mais aussi les coûts pour les entreprises et le coût sur le logement. À tout point de vue, c'est un bénéfice long terme, et puis aussi il y a le gain sur la sécurité des personnes, parce que dans certains cadres et certains événements, on a eu aussi des pertes humaines, et ça c'est quand même essentiel. Et on a aussi des pertes parfois sur le bétail dans des exploitations agricoles, etc. Donc avec des conséquences psychologiques assez importantes globalement. Oui, donc en fait, agir sur tous ces axes, c'est aussi préserver beaucoup de choses pour l'avenir et éviter des coûts importants en fait. Alors, je sais que les urbanistes ne sont pas des hydrologues, mais est-ce qu'ils sont assez formés quand même à ces sujets ? En tout cas, les passerelles entre les formations et la sensibilisation des différents domaines que sont l'hydrologie, l'urbanisme, l'approche paysage, la gestion de l'assainissement, les eaux pluviales, le risque, sont insuffisantes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que chaque expert devienne expert de l'autre matière, c'est-à-dire qu'un hydrologue devienne urbaniste, etc. Mais néanmoins, que chacun apprenne le métier de l'autre, en tout cas comprenne le métier de l'autre et soit en capacité de le mobiliser pour assurer son intervention. On ne doit plus avoir de dissociation. En réalité, dans les collectivités, il faut une direction générale de l'aménagement qui intègre la biodiversité, le risque et l'aménagement à minima. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on reboucle un peu sur ce fameux décloisonnement. Est-ce que vous souhaitez rajouter donc quelque chose ? Je vous en prie, Anne. Oui, moi je voulais rajouter un conseil pratico-pratique. En fait, le ministère de la Transition écologique et l'Office français de la biodiversité publient chaque année un recueil des actions exemplaires des collectivités en matière de biodiversité. Et vous avez 80 à 100 actions chaque année que vous pouvez découvrir dans ce recueil, qui est vraiment extrêmement intéressant. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être transposables, ou qui sont même déjà effectuées dans vos collectivités. Et on n'a pas d'échelle de taille, Pascal. Une fois de plus, c'est-à-dire qu'on peut parler de grandes métropoles, on peut parler de communes de 2000 habitants et aussi de communes qui en font 75. Oui, tout à fait. C'est ce que vous disiez, tout à fait juste. Dans comment dire ?
Dans les exemples qui peuvent être mis en œuvre, dans le cadre des solutions fondées sur la nature, il y a eu, en mars dernier, les premiers trophées qui ont récompensé justement les collectivités qui ont fait des actions exemplaires dans le cadre des solutions fondées sur la nature, pour adapter les territoires. Il se trouve qu'il y a une collectivité de la région, Centre-Val de Loire, qui a été reconnue, qui a été récompensée, qui a eu un premier prix. C'est la commune de Saint-Martin d'Auxigny, donc qui fait... dans le Cher. Dans le Cher, 2500 habitants, juste en amont de Bourges. Donc c'est une petite collectivité en secteur très rural. Par contre, le projet qu'ils ont présenté parce qu'ils l'ont mis en œuvre, c'est un projet très intéressant qui a vraiment pris en compte le chemin de l'eau sur l'intégralité de son bassin versant. Et ils ont mis en œuvre toute une multiplicité d'actions. Donc ils ont restauré des zones humides, ils ont renaturé, reméandré le cours d'eau pour qu'il retrouve son fonctionnement naturel de pouvoir déborder là où ça ne crée pas d'impact. Ils avaient un point dans le cœur du village avec une ancienne usine qui était maintenant une friche posée directement sur le cours d'eau, donc qui canalisait le cours d'eau et qui créait vraiment un bouchon en termes d'inondation et de risque, donc qui inondait régulièrement le village. Ils ont donc déconstruit cette usine-là, ils ont retaluté le cours d'eau et ils ont créé une immense zone humide fonctionnelle en aval qui permet en plus de répondre à cet enjeu inondation, d'avoir des zones sur lesquelles l'eau peut plus facilement s'infiltrer parce qu'il y a aussi une tension sur l'eau potable très forte dans ce secteur-là. Donc, ils essayent au maximum de pouvoir infiltrer. Et puis, cet espace-là qui est collé au village sert également d'îlot de fraîcheur en période d'été. Ils ont mis un petit cheminement et ça permet aux gens de pouvoir aller se promener en secteur plus frais. Et ça, c'est un vrai enjeu, cette prise en compte de ces îlots de fraîcheur et de la remise finalement de cette eau dans le paysage, je dirais de la ville, mais aussi des villages, des centres-bourgs. En région centre, on est une des régions avec un taux de personnes vulnérables, notamment de personnes âgées, qui est très au-dessus, très supérieur à la moyenne nationale. Ah d'accord. Oui, on a une région un petit peu plus âgée. C'est du vieux. Et on sait que d'ici une quarantaine d'années, on va avoir plus 57%, donc ce qui est énorme, de personnes vulnérables, donc de personnes âgées. Et donc, il est fondamental de pouvoir mettre en œuvre dans les communes, dans les centres-bourgs, dans les villes, les villages, des espaces de fraîcheur et de faire connaître ces espaces de fraîcheur. C'est pas uniquement le fait de le faire, c'est ensuite communiquer dessus en disant voilà des cheminements frais pour la période d'été. Vous voulez vous promener, regardez, vous pouvez passer. Finalement, on a des cheminements quand on veut se balader. C'est quasiment une carto du cheminement de la balade fraîcheur, quoi. Et de faire connaître ça. Et finalement, les personnes qui seront le plus en nécessité d'aller chercher cette fraîcheur, donc qui souvent sont dans des habitats qui ne sont pas des habitats qualitatifs, donc qui sont aussi des personnes vulnérables d'un point de vue social, on va pouvoir leur amener aussi finalement cette amélioration de cadre de vie et de qualité de vie apportée de leur espace et des endroits où ils vivent, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès maintenant, puisque on va vers une population de plus en plus vieillissante en région centre, encore plus que dans d'autres régions. L'arbre, la haie et la mare sont notre avenir. Voilà. Et l'agroforesterie aussi en fait partie. Bien sûr qu'il faut nourrir, mais maintenant, il ne faut pas nourrir n'importe comment. Bon, voilà. Donc, c'est pas ça. D'ailleurs, le monde agricole le sait. Mais c'est pas une goélette, le monde agricole. Évidemment, c'est lourd, donc ça tourne lentement, ça tourne comme un paquebot. Donc c'est ce qu'on disait ce matin, effectivement, il faut l'accompagner, quoi. Beaucoup de gens vous disent « Ouais, mais moi je suis un peu inféodé à ma coopérative, etc. et tout ça, comment je peux faire ?» Alors qu'ils savent très bien aussi, derrière, ils sont pas fous, hein, donc loin de là. On a une fois de plus, on a des possibles. Alors, dans 10 ans, je suis persuadé qu'on n'aura même plus forcément ce style de débat, parce que ce sera tellement imposé. Les événements vont s'accélérer, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit ce matin. Donc, à la fois, on va avoir une amplification des extrêmes. Les endroits où il fait sec, il fera de plus en plus sec. Les endroits où il fait chaud, les endroits où il pleut, il y aura davantage de pluie. Et vous avez un territoire qui est pas mal, hein. Je veux dire que vous n'êtes pas les plus mal lotis, hein. Moi, je n'irai pas m'installer dans le Gard demain. C'est compliqué. Il se ramasse du 40 degrés là maintenant, enfin c'est chaud bouillant sans jeu de mots. Et il y a, moi ça fait 15 ans que je mouline ça sur France Inter, là on me disait ah bah oui t'es sympa et tout. Moi je parle d'inversion des chances des territoires.
C'est-à-dire que vous avez des territoires, effectivement, il va faire bon vivre à 400 mètres, 500 mètres d'altitude, pas forcément à 1800 mètres, c'est pas ça. Mais avec à la fois le réchauffement climatique, le Parisien que vous aimez et qui va venir chez vous, l'Île-de-France est en train gentiment de se dépeupler. Vous allez voir, alors que ça va se faire doucement, 12 millions d'habitants qui sont là, ils n'en peuvent plus. Le Parisien crève de chaleur. Donc alors, déjà qu'il sourit pas, mais là, en plus la chaleur, ça l'esquinte. Donc c'est ça. Vous avez un signe d'ailleurs. Là actuellement les prix qui sont totalement déments. Enfin c'est n'importe quoi le prix du foncier. On le sait, que ce soit peut-être même à Blois ou ailleurs, etc. Bon, peu importe. Ça diminue de 2,5% là actuellement. Donc c'est encore peut-être un signal faible, mais ça veut bien dire quelque chose sur Paris et sur les 2 200 000 habitants qui sont dedans à plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc allez-y pour vous faire plaisir, c'est une ville qui est géniale par ailleurs, mais n'y vivez pas, donc c'est autre chose. J'y vis pas moi. Qu'est-ce que l'on se dit de beau? Alors moi, bon, là il est 6h moins 20, on s'est dit plein de choses, on n'a pas la prétention de tout dire évidemment, mais effectivement, déjà, donc voilà, ces solutions fondées sur la nature, ça vaut quand même sacrément le coup d'y réfléchir et puis d'agir donc avec ça. Vous pouvez, que ce soit l'entrée économique, je vous disais tout à l'heure, est-ce que je peux faire des économies? Oui, vous pouvez faire des économies, franchement, avec ça. Ça, c'est possible. L'agence de l'eau, donc, aussi fonctionne maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'elle, dans ses différents programmes, le 11e aujourd'hui, voilà, on est au cœur du truc. Il ne finance plus maintenant forcément que des tuyaux. Et je vous dis une fois de plus, l'étiage financier, il est là. Il va falloir un petit peu arbitrer. Et on a cette nature qui est quand même une bonne mère, voilà, et qui va, donc il faut l'aider, il faut lui donner un coup de pouce, pas faire n'importe quoi. On peut prendre des exemples de La Roche-sur-Yon, ils se disent pas qu'on est exemplaire, etc. et tout, mais ils sont très éclairés. Ils sont très éclairés. Bon, par ailleurs, en Vendée, ça, je suis obligé de dire que vous avez uniquement 1% de qualité des eaux qui sont de bonne qualité. Ça, c'est un autre truc. Bon, donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Donc, puis c'est un pays, c'est pas de leur faute. Il y a plus de forêt, quoi. Donc c'est du bocage. Ils ont du bocage. Donc le bocage est absolument un allié. Donc c'est important. Donc maintenant, ils ont compris l'intérêt du bocage. Je ne sais pas ce que vous en avez prévu de... Alors, ce matin, on n'avait pas le temps de faire des questions, mais je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir ou pas. On a des micros? Oui, vous avez un ou deux micros? Ouais, super. Si vous en avez envie, parce que peut-être que vous en avez marre, vous avez eu toute la journée, donc vous avez été formidable entre les ateliers, vous revoir... car vous savez que nous sommes entre deux pandémies. Non, je plaisante. Mais voilà, on ne sait pas. Hein, tout ça, on ne sait pas. Maintenant, on va vivre sous le règne des différentes pandémies. Et si vous souhaitez intervenir, oui. Alors, Catherine Héritier, donc, elle va donner l'élan. Donc, alors, ne tombez pas. Surtout, ne tombez pas. On ne voudrait pas un accident de micro. Là, vous êtes formidable. Ça fait faire de l'exercice. Et donner cela donc à notre président de l'association des maires. Voilà, d'abord, moi, je voulais remercier les participantes à cette table ronde. Je pense que ce qu'on aura tous retenu, c'est effectivement la valeur de l'exemple, ce que vous nous avez donné. Moi, j'ai retenu un certain nombre de choses de ce qui a été dit à l'instant. D'abord, pour la Roche-sur-Yon, l'importance de la démarche globale sur l'ensemble de la ville et puis aussi sur l'ensemble des délégations, c'est-à-dire, voilà, on est en transversalité totale. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la notion de responsabilité collective, mais aussi de responsabilité individuelle, puisque vous avez mobilisé aussi la population au travers des associations, mais au travers aussi des individus par vos actions de sensibilisation. Je trouve que ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis ensuite, excusez-moi, je ne vais pas forcément bien retenir les noms, mais vous avez évoqué la notion de prendre le temps. Je pense que Gaël Schoner, voilà. C'est quelque chose de fondamental parce que quand on est élu local, parfois on a un petit peu la tentation de vouloir répondre immédiatement à une sollicitation. Et effectivement, cette notion que vous nous avez donnée de prendre le temps, de bien réfléchir avant d'apporter les réponses et s'assurer qu'on a fait le tour de la question. Vous avez souligné aussi l'importance de l'ingénierie, et c'est vrai que dans un département comme le nôtre, il y a des organismes auxquels les communes peuvent s'adresser, sur lesquels elles peuvent s'appuyer. Il y en a dans la salle, il y a le CAUE notamment, l'Observatoire de l'économie et des territoires, on l'a dit ce matin, qui apporte aussi des éléments d'analyse.
le CEREMA qui est présent sur les territoires. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir... On est, comment dirais-je, nous élus, nous ne sommes pas spécialistes. Et en fait, il faut s'appuyer sur des compétences autour de nous pour pouvoir faire évoluer. Ce que j'ai bien apprécié aussi dans les questions, c'est sur la question de la législation. Merci d'avoir répondu qu'on en avait assez et que ce qu'il fallait, c'était la volonté politique et puis le pouvoir de conviction, c'est-à-dire véritablement convaincre de l'intérêt de s'engager dans cette démarche. Je pense que la notion aussi d'économie ou d'incitation financière ne peut aussi qu'aller dans ce sens-là, bien évidemment. Donc je pense que c'est un peu les éléments qu'on peut retirer de ce que vous nous avez dit et le dire à partir des exemples. Je pense que ça imprime beaucoup plus dans les esprits. Eh bien, merci à vous, donc Catherine Héritier. Merci donc d'avoir organisé donc à la fois donc l'association des maires du Loir-et-Cher, l'Observatoire de l'économie et des territoires, et puis donc le CAUE donc de ce Loir-et-Cher. Donc on vous remercie donc de tout cœur. Ça continue demain. Là, donc c'est un autre volet. Donc c'était ce thème important sur l'eau. Après, donc la ruralité, le patrimoine, les solutions innovantes. C'était l'eau, donc qui était au milieu de nos vies et dans nos vies. Demain, ce sera autre chose. Hein. Donc vous aurez, enfin, on poursuivra, on va dire, donc ce sujet. Il y aura Gérard Larcher, entre autres. Il y aura le président de l'AMF, M. Lisnard, qui sera là aussi. Et puis d'autres intervenants. Donc, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Un grand merci à vous, donc, mesdames. Allez-y, sauvez-vous, parce que je sais que vous avez un bus. Donc, voilà. Mais de toute façon, on va y aller aussi. Donc, au revoir. Et puis, non, vous inquiétez pas. Et puis, de toute façon, vous voyez, c'est la fin. Donc allez-y sans problème. Et puis, surtout, une chose. Mais ça, c'est... Vous ne seriez pas là sinon. L'indifférence, non, ça je ne m'inquiète pas, sinon vous ne seriez pas là. Mais surtout, ne vous résignez pas. Voilà, ne vous résignez pas. C'est compliqué, ouais, aujourd'hui. On n'est pas des bisounours, on n'est pas non plus foutus loin de là. Voilà. Donc on ne va pas se gratter pour se faire souffrir, je vous le disais. Il y a des possibles, c'est compliqué. Brecht disait, le problème avec l'humanité, c'est que l'humanité, c'est nous. Ben voilà, donc c'est nous. Avec nos sommes de contradictions que nous sommes tous, qui essayons d'aller plus ou moins à la facilité, il est comme ça, l'être humain, c'est pas nouveau. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui nous tombe dessus. On a déréglé le thermostat de la planète, nos anciens, nous-mêmes, etc. Ok, on en fait le constat, maintenant, on avance et on essaye d'avancer. Moi, l'égalité, j'y crois pas. Mais l'équité, ça peut être possible. Voilà. Donc, on essaye de le faire avec les différents usagers. Et vous allez voir que ces problèmes de l'eau, je dirais malheureusement, mais vous allez en entendre parler, mais tout le temps. Ça va être ça. Donc, essayons d'éviter les conflits au maximum. Et je vous souhaite le meilleur. Donc, faites-vous du bien. Bonne soirée à tous. Et merci donc à tous les organisateurs. Merci beaucoup.